Bonjour Bill. Bonjour Patrick. Ça m'intéressait beaucoup de revenir avec toi sur ton expérience dans la sécurité, dans le domaine spatial, parce qu'il y avait là beaucoup d'innovation ou de reprise de bonnes idées, ou dans un secteur tout à fait nouveau, en matière de sécurité, en matière de crise, en matière d'information. Donc c'est un peu tout ça qu'on voudrait regarder ensemble. Mhm. Mais d'abord, en première question, ton rôle dans l'espace, ce que ça a été brièvement à Kourou ou ailleurs. Mon rôle dans l'espace à Kourou sur la dernière partie de mon activité professionnelle, puisque je suis allé plusieurs fois à Kourou, consistait à m'occuper de la sauvegarde, de l'environnement et de la protection du centre spatial guyanais. Donc, au titre de sous-directeur chargé de cette mission. Alors le premier point qu'on pourrait peut-être regarder, ce qui m'avait beaucoup frappé dans ce domaine d'activité, c'était l'extrême rigueur dans les procédures mises en œuvre pour examiner la qualité des sécurités pour le lanceur, pour les lancements, avec toutes les procédures. Est-ce qu'on pourrait en dire quelques mots? Oui, bien sûr, mais en amont du lanceur et du lancement, la sauvegarde, la sécurité, l'environnement et la protection partent dès le concept et dès la réalisation des installations. Donc on distinguera deux sauvegardes, une sauvegarde dite sol, qui va s'occuper de l'ensemble des activités du secteur spatial en Guyane, à Kourou, sur les réalisations, et ensuite, quand on viendra au lanceur lui-même et à la phase de lancement, donc quand on quitte le sol, une particularité très sérieuse, très rigoureuse, qu'est la sauvegarde vol, et qui là implique d'autres contraintes, d'autres éléments à prendre en compte, autres que ceux sur le centre spatial guyanais, puisqu'il va y avoir du survol de pays, de continents, etc. Alors peut-être le premier point qui était cette sécurité, quand on voyait ces réunions de toutes personnes ayant des projets forts venir en face de collègues ou même de gens de l'extérieur pour passer au crible les hypothèses qui étaient faites, ceux qui étaient conservés comme calcul ou comme option. Ça m'avait beaucoup intéressé. Est-ce qu'on pourrait revenir 2 minutes là-dessus? Bien sûr, je crois que là on a fait que appliquer au domaine de la sécurité dans son ensemble. On n'a fait que appliquer une culture qui est propre au CNES dans tous les projets qu'il doit développer. À savoir que personne ne possède, personne n'a l'intelligence suprême dans tous les domaines et qu'il faut savoir se remettre en cause. Et savoir se remettre en cause, c'est donc bien sûr étudier un projet à fond et ensuite, devant un parterre de personnalités différentes et d'horizons divers, exposer ce projet, dire pourquoi, quels étaient les éléments de départ, ce à quoi on voulait aboutir, comment on y parvenait, et exposer ça aux gens et le mettre, utiliser ces personnes-là comme des critiques, critiques constructives sûrement, et à prendre en compte. Donc lorsqu'on a un projet, on fait ce que l'on appelle des revues de projet, et dans ces revues de projet, toutes les personnes qui y participent, d'où qu'elles viennent, peuvent émettre tout un tas de problèmes qu'elles supposent être, et on leur donnera des réponses. Si ces réponses les satisfont, il n'y a aucun problème, la question va au panier, dirons-nous, et on ne la prend pas en compte. Par contre, si on ne donne pas une réponse satisfaisante, ça devient un élément indispensable à regarder de plus près ultérieurement, quitte à revenir re-exposer, après modification, l'évolution du projet. Il en va de même avec la sécurité, avec la sauvegarde. On ne peut pas imaginer avoir d'entrée toutes les hypothèses, avoir réfléchi, pensé à tout. C'est impossible. Il y a toujours des éléments extérieurs qui peuvent venir. Et c'est justement l'apport de ces personnes qui sont prises un peu dans tous les horizons qui nous aide à progresser, je pense, et à obtenir des résultats qui devraient être meilleurs que si on travaillait seul, en catimini, dans notre petit coin. Justement, c'est ça qui m'avait frappé. Il y avait des gens aussi bien de la préfecture qui étaient là, que des gens de l'interne, et aussi l'extrême rigueur de la procédure, c'est-à-dire qu'il y avait des fiches écrites
on écrivait la question, on devait recevoir une réponse écrite, que tout cela était archivé, quelque chose vraiment qui ne laissait rien au hasard ou à l'à peu près, mais qui était extrêmement précis. Bien sûr, et on garde la trace pendant toute la vie du projet, on garde la trace de ces questions telles qu'elles ont été soulevées. Il ne faudrait pas qu'un jour, un incident quelconque survienne. C'est vrai technologiquement et c'est vrai du point de vue sauvegarde, il ne faudrait pas qu'un jour il y ait un événement qui survienne alors que la question avait été posée et qu'on y ait mal répondu. Donc, par cette rigueur dans les procédures qui semble te surprendre, mais qui pour nous sont monnaie courante, on essaye de s'assurer qu'il n'y aura jamais, dans ce domaine qui a été soulevé par la fiche d'études, comme son nom l'indique, fiche d'études de problèmes soulevés. Donc, on espère qu'il n'y aura jamais rien lié à ce qui a été soulevé. Mais on peut encore omettre d'autres choses. On n'a pas là-dessus un éventail total et complet. On n'a pas de manuels qui reprennent de A à Z ce qui pourrait nous arriver dans ce domaine et dans le domaine de la sécurité. Qui que ce soit, hein. Je ne crois pas que ce soit uniquement dans le niveau du spatial. Alors ce qui était intéressant, c'était de voir que l'équipe de projet, par exemple celle qui avait travaillé sur les boosters à poudre, etc., c'était tout à fait naturel dans leur culture que d'accepter de se mettre en face de personnes et internes et externes pour exposer ce qu'ils avaient fait et rechercher même d'une manière active des critiques constructives et des mises en cause éventuellement même du projet. Et ça, c'est pas très courant de voir une équipe de projet qui accepte de se mettre dans cette situation où on dit vous êtes réunis aujourd'hui précisément pour soumettre à une critique extrêmement attentive ce que nous projetons de faire. Oui, tu me dis c'est pas très courant, mais pour nous ça l'est puisque c'est notre culture du Centre national d'études spatiales. On agit comme ça dans tous les domaines, toutes les réalisations que nous faisons. Donc il n'y a pas de... Non mais c'était surprenant de voir que quand on disait quelque chose, c'est pas « oh là là, vous êtes pessimiste », c'était « merci de nous poser la question, ceci nous y avons déjà réfléchi, voilà les réponses, là ça nous semble vraiment un peu aberrant, mais on va y réfléchir et vous aurez une réponse ». Et ceci, ça nous était passé complètement à côté. Merci de le soulever et on va l'étudier de près et on vous donnera une réponse où on va modifier, si c'est nécessaire, cet aspect. Oui. Donc une action extrêmement volontaire, ouverte. Mais je crois que c'est indispensable dans ce genre de métier où on va mettre... On va utiliser des engins qui vont survoler des pays... On veut mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir... c'est pas bon. On va mettre toutes les chances de notre côté, tu disais, pour que l'espace soit une réussite. On va mettre toutes les chances de notre côté pour se tenir très rigoureusement dans la spécification des risques que l'on s'est donné comme objectif. On ne veut pas attenter à la vie d'une personne, du public. Je ne parle pas du personnel qui, lui, fait des activités qui, des fois, ont des risques. Mais en ce qui concerne le public extérieur, on ne veut pas attenter à son intégrité, à sa vie, au-delà de 10-6, 10-7. Hein, une chance. Un risque par million ou par 10 millions. Donc, c'est très, très important et c'est très dur à obtenir. C'est un objectif que peu je pense, d'entreprises ou d'activités autres que la nôtre mettent en évidence. Et nous, c'est ce qu'on voudrait, c'est ce à quoi on tend sans arrêt. C'est ce qui nécessite cette rigueur dans notre développement, dans le développement de nos projets, qui soient de sécurité, mais d'installation pareille au sol. Oui, ça m'avait beaucoup frappé, cette rigueur, et dès l'amont, cette ouverture à des critiques extérieures, ça m'avait semblé tout à fait intéressant. À des critiques extérieures, donc c'est vrai, mais aussi qui seront partie prenante. Quand tu parlais tout à l'heure, tu étais étonné qu'il y ait le préfet. Lorsqu'il y a un incident quelconque dans un domaine d'activité à risque, le premier concerné, c'est aussi le préfet. Donc mieux il nous connaît, et mieux il se porte, je dirais, puisqu'il va savoir comment on a progressé dans l'étude du risque, quelles sont les actions en diminution de risque que l'on a prises il y a des risques, il y en a toujours. Donc, le risque zéro n'existant pas.
Donc on a absolument besoin d'avoir des gens qui nous comprennent, qui comprennent notre développement, notre culture, notre cheminement dans la solution, pour que s'il y a un incident, ils sachent qu'on a envisagé la chose et qu'on a déjà prévu telles actions pour en diminuer le côté catastrophique. Alors ça, c'était sur l'aspect exigence, rigueur, ouverture sur la question de sécurité amont. Le deuxième point qui m'est vraiment apparu comme assez spécifique, c'était tout l'univers de la sauvegarde. Où il m'est apparu qu'on donnait un pouvoir extrêmement fort, une légitimité extrêmement forte à un groupe qui est chargé précisément d'assurer une sécurité ultime au cas où quelque chose se présenterait sous des jours pas très très positifs pour un lancement ou autre. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter un peu sur cette sauvegarde, la philosophie qu'il y a derrière, effectivement les attributions qui étaient la sienne, comment ça fonctionne, comme tu l'as dit tout à l'heure, et avant et pendant un vol. Il y a là tout un gisement de créativité, d'intérêt sur lequel il faudrait s'arrêter un peu. Oui, la sauvegarde, si on parle des lancements et de la préparation d'un lancement, donc il y a des activités au sol qui sont liées à la mise en œuvre du lanceur et du client satellite que l'on va avoir sur ce lanceur. Donc en amont, bien en amont du lancement, on se doit de inventorier tous les risques pendant le vol qui vont être liés à ce lancement. Donc pour tel objectif, un satellite de télécommunication qui va arroser l'ensemble asiatique n'a pas le même positionnement qu'un satellite qui va arroser l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud, etc. Donc on a des trajectoires à chaque lancement, il y a des trajectoires qui sont proposées. Les trajectoires proposées prennent en compte, pendant la phase de lancement, on peut imaginer des lanceurs, ce qui était le cas d'Ariane 4, à plusieurs étages, multi-étages. Le lanceur Ariane 5, c'est un étage avec 2 propulseurs d'appoint. Pour le Ariane 5 Plus, qui doit encore faire ses preuves, il y a déjà un 2e étage. Donc on voit que l'évolution du risque pendant la durée du vol va évoluer du moment de l'allumage, le décollage. Bon, déjà ces risques-là sont passés puisque la globalité du risque diminue. Puis ensuite il va y avoir séparation, allumage d'un autre étage, etc. Donc au fur et à mesure, ça évolue. Et au fur et à mesure que nous prenons les probabilités d'incidents qui feraient qu'il y ait un problème et que ça retombe. En fonction de la tâche de l'impact au sol, à tel moment, à tel moment, à tel moment, on voit donc la probabilité d'un incident lié au survol. Le survol, c'est ou des villes, ou des zones peu peuplées, moyennement peuplées, les campagnes, etc. Donc on fait en permanence ce ratio entre le risque et les peuples, le nombre de personnes survolées dans la trajectoire, avec une marge d'erreur qui représente quand même au sol centaines de kilomètres. Et sur cet ensemble, on tient à rester en dessous de l'objectif dont je t'ai parlé tout à l'heure, de ne pas attenter à l'intégrité ou à la vie de quelqu'un au-delà de 1,10-6. Et pour ça, précisément, il y a une unité qui s'appelle la sauvegarde, indépendante. Exactement, oui. Ça, c'était le premier aspect de ta question auquel je n'ai pas répondu. Je suis allé directement au deuxième. Le premier aspect, c'est la sauvegarde ne peut pas être partie prenante du lancement en tant que telle. Il faut qu'elle soit totalement indépendante. En fait, elle est en dehors de toute hiérarchie liée soit au projet, soit au lancement. La sauvegarde, elle dépend du directeur général, point. Elle ne peut pas avoir, enfin du directeur général ou du directeur du centre où on se trouve. En l'occurrence, au Centre spatial guyanais, c'est le directeur du centre spatial, mais qui lui est le représentant du directeur général sur ce site. Donc, dans son approche de refuser ça déplaît sûrement à nos amis d'Ariane Espace qui étaient l'entité lançante jusqu'à ce jour. Dans les prochains jours, ce sera une association Soyuz peut-être, Ariane Espace, et c'est vrai qu'eux voudraient peut-être toujours des trajectoires les moins contraignantes
pour leur lancement, donc le plus économiquement rentable, ça on n'a pas à le prendre en compte, on ne fait pas partie de cette hiérarchie-là, on est vraiment indépendant. Et il n'y a que comme ça qu'on peut assurer une sauvegarde la plus adéquate possible, au succès d'ailleurs de l'ensemble européen de lancement, parce que si on avait le moindre incident lié à une soumission à une quelconque hiérarchie de lancement, on serait évidemment critiqué et ça serait la mort, je crois, de l'espace européen. Ce qui était intéressant, c'est d'avoir pensé à ce concept de sauvegarde indépendante de l'activité proprement technique ou commerciale. Oui, mais la sauvegarde, on y pense depuis l'origine des temps, la sauvegarde existe, mais elle évolue. Alors elle évolue pour plusieurs raisons. Elle évolue parce que le public à côté a évolué. Ce qui pouvait se faire il y a 50 ans ne pouvait plus il y a 20 ans et encore moins aujourd'hui. Donc tout le monde évolue. Les aspirations des gens sont de plus en plus fortes à savoir, à connaître exactement ce à quoi ils vont être exposés. Et nous devons répondre à cette aspiration. Et puis aussi, nous devons être les meilleurs, bien sûr, mais je veux dire les moins, ceux qui présenteront le moins de risques pour eux. On essaye là-dedans de leur exposer avec franchise tout ce tout ce qui risque de se passer pendant une phase de lancement, et ensuite tout ce que l'on prend comme précaution, comme contrainte, pour éviter que si cela arrivait, ce ne soit nuisible aux gens. Alors, on avait la sauvegarde sur le premier point, qui est avant le vol, qui, elle, donne son autorisation pour certaines trajectoires. Et le deuxième volet de la sauvegarde, c'était sa capacité, pendant le vol, à intervenir s'il y a une déviation de trajectoire et à détruire le lanceur si c'est sa décision et sans passer par l'avis du client ou autre chose. Ça, c'était une deuxième fonction très importante de la sauvegarde. Bien sûr, et je crois que quand on dit détruire le lanceur, c'est le détruire avant, par rapport à sa trace d'impact au sol. C'est pas le détruire par rapport à l'incident qu'il a. Si on en est à 3 minutes avant que son impact sorte d'un continent pour entrer dans l'Atlantique, ou dans un océan quelconque, il est bien évident qu'il vaudrait mieux attendre 3 minutes pour le détruire, pour que la tâche d'impact aille justement dans cet océan. Donc je crois que là-dessus, les interventions, la philosophie de l'intervention humaine dans le vol est fonction de la trace au sol et fonction de l'incident auquel on a affaire. On essaye de les prévoir tous, on fait sans arrêt, les gens de la sauvegarde vol font des exercices mensuels, plusieurs fois, chacun leur tour, de responsable de sauvegarde de vol, pour pouvoir réagir le plus rapidement possible et le plus sainement possible par rapport aux risques qu'ils risquent d'engendrer. Il ne faudrait pas non plus faire qu'une destruction envoie des impacts sur une quelconque... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On est obligé de prendre en compte, ce n'est pas une science tout ou rien. Sinon on aurait mis un automate, on n'aurait pas mis un homme. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une unité indépendante, ne dépendant que du directeur, qui ne rentre pas dans une considération économique, et qui décide à l'avance des trajectoires sur lesquelles elle va donner son feu vert, et pendant l'événement, pendant le lancement, qui est capable d'intervenir si, à son avis, on sort de ce que tu as donné comme épure de 10.7, de risque, et qui prend la décision elle-même. Voilà. Et toutes ces épures-là, que l'on peut imaginer, on les joue et on les rejoue pendant l'entraînement et les répétitions du personnel. C'est-à-dire, ça devient presque une réaction logique. On peut toujours imaginer qu'un jour, on se trouvera devant un problème non prévu, Bon, à ce moment-là, on fait confiance en l'homme. Au moins, il est entraîné. Mais au moins, on a essayé d'envisager tous les cas de panne possibles, en fonction du lanceur, en fonction de la trajectoire. On essaye de tout imaginer et on leur fait jouer tout un tas de jeux façon de parler, puisque là, il n'y a aucun risque, c'est du virtuel, mais pour qu'ils interviennent et on les analyse. Et ils sont
confirmés ou pas dans la fonction. Même s'ils l'ont été en amont, ils peuvent être, pas rétrogradés, c'est pas une punition, mais remis dans un processus de formation pour éviter, parce que ils ont pas, ça peut être aussi une fatigue passagère. On essaye toujours, d'abord on fait des équipes à deux, c'est comme un équipage dans un avion. Il y a le responsable vol et il y a son adjoint juste à côté qui peut intervenir, parce qu'on peut imaginer une défaillance humaine aussi. On essaye de couvrir la majorité des risques. Mais ça fait pas partie. dans la même pièce que les autres d'ailleurs en plus. Ils sont Bien sûr, ils ne peuvent pas être sous l'ambiance. Il faut voir ce que c'est lorsqu'on est dans une phase lancement et tu as assisté à des lancements. Je crois qu'on a une pression tous sur les épaules et la pression donnée par le client qui voit que ça va mal se passer, parce que ça arrive de temps en temps. Il ne faut pas qu'ils soient soumis à ce genre ou à des regards qui sembleraient leur donner des indications quelconques. Non, non, ils sont vraiment dans un local à part, sécurisés, isolés totalement, et c'est eux qui assurent le bien-être, je dirais, des lancements. Et donc eux, ils vont envoyer un rouge sauvegarde ou un vert sauvegarde pour savoir si on a le droit de lancer. Et pendant le lancement, ils prennent leur décision à eux s'ils jugent qu'il faut détruire le lanceur. Alors là aussi, quand on parle de la sauvegarde de vol, il y a deux zones. Il y a la zone proche et la zone lointaine. On s'est beaucoup attardé sur la zone lointaine. En zone proche, on a d'autres petits problèmes. C'est ceux liés à la population de la ville de Kourou, qui est toute proche du site de lancement. Et il est bien évident que là, on a des interdictions qui peuvent venir de la météo du jour, des vents, etc. Il faut savoir que ça, c'est un peu une innovation assez récente dans la sécurité des gens qui vivent à proximité, c'est de leur avoir expliqué quels étaient les risques inhérents à chaque lancement. Alors on passe le troisième point sur lequel je voudrais qu'on parle, c'est justement toute l'information autour de cette population qui, pour le centre de lancement, est essentielle, puisque le centre de lancement est dans une zone habitée avec Kourou à côté. Et donc vous avez pris la décision assez tôt de dire il y aura information de cette population, puisqu'il en va de l'existence même de l'espace. Bien sûr. Je crois que là, les gens veulent savoir ce à quoi ils sont exposés. Bon, le lanceur, si on prend les Ariane 4, c'est une succession d'étages avec des produits, UDMH, N2O4, qui sont des produits toxiques et qui peuvent causer, dans une zone proche de retombées et d'épandage, des gaz avec une zone dite létale, c'est-à-dire de mort, etc. Donc il faut éviter que ceci n'arrive sur Kourou ou à proximité. Donc on va, selon la phase de lancement, faire ce qu'on appelle un dogleg. En fait, c'est une déviation de trajectoire locale pour que s'il y a un incident pendant la phase de lancement, on fait l'engin, soit l'homme le détruit, soit il s'autodétruit, parce qu'il a aussi évidemment un automatisme d'autodestruction en cas de problème, et il explose. Moyennant quoi, il y a d'abord de la consommation de ces produits par le phénomène des explosions, et le reste tombe. Des sphères peuvent tomber entières et s'écraser au contact avec l'eau. Tout ça va générer donc une masse gazeuse toxique qui serait dangereuse si on était à proximité. Et au fur et à mesure, avec les vents, que cette masse se déplace, elle se dilue, c'est un phénomène bien connu, on en connaît toutes les règles par rapport à la vitesse du vent, à l'hygrométrie, donc on a fait des études et on a pris bien sûr les distances qui couvrent le maximum d'intégrité du personne pour que lorsqu'on arrive au niveau de la plage, puisque Kourou est en bord de mer, et donc quand ces nuages arriveront, il n'y aura plus de risque d'atteinte aux individus laissant des séquelles ou de mort. Par contre, il y a toujours de la gêne.
il y a toujours des odeurs désagréables qui peuvent piquer les yeux, la gorge. Donc on leur a donné toutes les instructions, on est clair vis-à-vis des personnes, et on a des équipes qui sont prêtes en cas d'incident à sillonner tel ou tel quartier, parce qu'on sait exactement par rapport aux nuages et à la direction des vents, à la vitesse des vents, dans combien de temps et où ça va arriver. Sans risque, mais avec de la gêne. Et là, on est là, sur place, ces équipes, qui font partie donc de l'ensemble pompiers et sécurité civile du département de la Guyane, sont sur place pour donner des instructions, pour rappeler ce qui avait été donné dans des fiches que l'on a distribuées, mais on sait très bien que ces fiches, on les oublie, de se calfeutrer, de se mettre simplement un mouchoir humide et va protéger de la respiration de ces vapeurs un peu irritantes. Là, il faut rappeler le lien avec ce qu'on disait tout de suite sur la sauvegarde, c'est qu'il ne peut y avoir que du niveau de la gêne et non pas de l'atteinte à l'intégrité physique des personnes, parce que précisément la sauvegarde aurait interdit une trajectoire qui amènerait à cette hypothèse. Sinon, elle interdit le lancement. On peut admettre une trajectoire qui amènerait à cette hypothèse dans une condition particulière de vent. On peut, à ce moment-là, dire on attendra d'avoir des vents favorables pour lancer. On a dans les deux domaines, on peut jouer. Après, c'est un accord à passer. On a eu des lancements remis à cause de grands vents qui étaient, ça arrive heureusement pas très souvent en Guyane, on est à l'abri de tout ce qui est cyclone, on est très très bien situé de ce point de vue-là, mais il y a quand même de temps en temps des vents trop forts et qui pourraient amener des risques. Donc on le refuse. Ou alors il aurait fallu reculer la trajectoire et c'est le client qui, pour des raisons compréhensibles, le refuse aussi. Donc il prend le risque d'avoir son lancement retardé de 24 ou 48 heures. Je crois que le maximum fut de 3 jours dans toute la vie du centre spatial. Donc la sauvegarde est là en amont, et au cas où il se passerait quelque chose qui amènerait de la gêne sur la ville de Kourou, ce que vous aviez décidé, c'est qu'il fallait absolument une remarquable information au niveau de la ville de Kourou, qui passait par vos personnels qui allaient faire les exposés. Les personnels, bien sûr, des distributions de fiches à tous les habitants, où on leur explique, et on sait aussi que pour parvenir plus facilement dans les foyers, c'est passer par les jeunes, passer par les élèves. Donc une information faite par nos gens de la sécurité sauvegarde dans les lycées, dans les écoles primaires, pas les maternelles bien sûr, mais dans les écoles de la ville de Kourou. Donc on espère par ce moyen, et puis je te dis, au moment de l'incident, si incident il y avait, ça ne s'est jamais produit, mais si incident il y avait, les informations qui sont données par véhicule spécialement équipé avec radio, etc. Et dans plusieurs langues, parce qu'il y a des quartiers, il y a quelques quartiers qui sont avec des gens qui ne parlent pas très bien le français. Donc il faut aussi pouvoir les informer. On a essayé là aussi de couvrir la totalité des ethnies vivant sur la ville de Kourou. C'est ça. Information, répétition de cette information, je suppose. Bien sûr. Et puis, présence extrêmement forte au cas où, en situation de lancement. Alors, il y a toujours ensuite d'autres problèmes qui peuvent arriver. Donc, on survole l'océan. Et tu vas me dire, mais si on tombe, il peut y avoir des bateaux, etc. Donc, là où des avions. On pourrait imaginer, d'ailleurs ça existe, il y a les lignes régulières Cayenne-Paris qui passent sur la trajectoire sous, ou pas au-dessus, mais sous la trajectoire du lanceur. Donc il est bien évident que quand on sait qu'on va tirer à telle heure, on a des fenêtres de lancement donc, qui sont très précises, on envoie des avis à la navigation, à VINAV, qui informe à la fois les compagnies, les compagnies navales ou aéronautiques. Et après, c'est vrai qu'un commandant de bord, après tout, il peut faire ce qu'il veut, mais il est avisé. Il n'y a pas un avion qui n'est pas avisé. Mais s'il veut passer, il passe. On ne peut pas aller envoyer la chasse, détruire un avion pour pas qu'il ait un risque. Ça s'est jamais produit. Non, ça s'est jamais produit. Et alors, enfin, ça s'est jamais produit. Ça s'est peut-être produit, on ne le sait pas.
Ça, je ne sais comme pas. perspective pour ce développement spatial, on a vu l'extrême rigueur dans la sécurité qu'il fallait mettre en place, l'importance de la sauvegarde, l'importance de l'information. L'importance de la communication. Je crois que c'est ça, moi, qui est le plus important, c'est bien la communication. Dire, ça ne sert à rien de ne rien dire. Au contraire, parce que lorsque l'incident arrivera, les gens vont être affolés. D'autres te diront, ça ne sert à rien de le dire parce qu'ils oublient. On a fait la preuve lors d'exercices en PACA, je ne sais pas si en Provence-Alpes-Côte d'Azur, du côté de l'étang de Berre, pour être précis, c'est du côté de certaines raffineries. On a fait des exercices et après avoir donné aux gens des instructions en cas d'alerte, sirène, ne sortez pas, etc. Restez, essayez de vous calfeutrer chez vous, bon, tel signal. Et on s'est rendu compte que malgré ça, les gens, ils oublient, ils ne le font pas, et c'est pas très bon. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire. Donc cette communication, plus on la répétera, plus elle sera fréquente, plus on aura des chances qu'un certain pourcentage l'applique. Alors tu me diras, en Guyane, c'est difficile de se calfeutrer. Ce sont des carbets, tu connais, et il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais il y a des voitures. Et puis, on ne risque rien. Encore une fois, ce n'est pas un risque fort vis-à-vis de la santé. C'est de la gêne passagère et qui va durer le temps du passage. Au maximum, c'est un quart d'heure, 20 minutes, soumis à le temps que le nuage passe. Et au fur et à mesure, lui aussi, toujours, se dilue et de moins en moins. Les plus exposés sont les plus près de la plage, dirons-nous, et les moins exposés, ceux qui en sont le plus loin, dans le sens des alizés qui viennent perpendiculairement au rivage. Voilà, je crois que cette information et cette communication, elle est très, très, très importante. Il faut dire aux gens, voilà, il va se passer ceci, il va se passer cela, on a pris telle précaution, donc quand ça arrivera, vous ne risquez rien, sauf, bah oui, de la gêne. On en est malheureux, on ne voudrait pas que ça n'ait jamais arrivé. Oui, parce que sur Ariane 501, le premier vol d'Ariane dont on a vu l'explosion, ça a vérifié les hypothèses de la sauvegarde. Alors là, d'abord, c'est tombé encore sur le sol, c'est même pas tombé en mer. Donc la ville n'était pas, elle, soumise à un risque quelconque. Par contre, on a bien pu contrôler les émissions, puisqu'on avait, tout au long de la zone couverte par un incident possible, on a des mesures qui sont faites par nos personnels au sol de traces de tel ou tel produit. Donc avec des analyseurs portables et certains fixes implantés à des zones, on mesure sans arrêt, aussi pour nos activités sol, il faut que l'on mesure sans arrêt qu'il n'y a pas une pollution accidentelle. Donc on a bien vu que l'on était cantonné dans un rayon qui est inférieur à celui qu'on s'était donné comme marge de sécurité. Donc ça ne peut que nous mettre à l'aise, nous rassénérer quant au risque que l'on ferait courir à un public quelconque lié à la ville de Kourou. D'autant plus que nous mettons très très près, lors des lancements, très près, c'est de l'ordre du kilomètre et demi, 2 kilomètres, sur des sites que tu as connus et qui sont merveilleux pour le spectacle, mais qui sont à risque s'il y a un incident. Et on essaye là aussi, et on fait des exercices là aussi plus que mensuels d'évacuation pour contrôler qu'on évacue bien la totalité des gens dans les bus avec les masques, parce qu'il n'y a pas de risque de retombée d'objets. Là où ils sont placés, on n'est pas couvert par une trajectoire, on ne parle pas d'objets. C'est au bout d'un certain moment, selon où a eu lieu l'explosion, les gaz qui vont arriver. Mais les gaz, ils sont déjà dans les bus, ils ont déjà les masques, alors qu'il n'y a pas eu de traces encore à arriver, et ils sont dans des bus qui s'éloignent à une vitesse plus grande. Les vents n'atteignent jamais les 60 km/h que font les trains de bus, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire les bus qui se suivent et qui éloignent les personnes qui ont été invitées, qui avaient été invitées sur ces sites. Donc là, on a bien eu la preuve, aussi bien sur ces sites que sur le sol, qu'on était bien en deçà des limites que nous nous étions données. Et ça, vraiment, c'est satisfaisant.
Donc on voit cette sécurité qui se tisse à la fois en amont, pendant, à l'aval, et avec cette clé information, information et entraînement. Voilà. Alors, il est bien évident que dans la phase dite d'entraînement, il faut qu'on aille au-delà de ce qui est lié à la protection telle qu'on vient la voir des personnes. Il faut qu'on imagine, et c'est là où tu rentrais en œuvre avec ta formation, qui nous a été fort utile et qui ne faisait que nous procurer des armes et des outils éventuels en cas de problème. Il faut bien qu'on imagine des cas autres que ceux auxquels on est confronté dans notre vie de chaque jour pour se préparer à une éventuelle crise, à un éventuel problème. Et je crois que là-dessus, on a, dans le domaine de la sauvegarde, en permanence ce souci à avoir, être à l'écoute de ce qui peut se dire. Je me souviens, dans le 501, ce qui a été le plus... qui aurait pu être l'origine d'un problème majeur, et qui l'a été à un certain domaine, c'est que des agents de l'État, des gendarmes pour ne pas le citer, mais qui ne faisaient qu'appliquer les consignes qui leur avaient été données, bien que très au-delà de risque quelconque, avaient mis leur masque. Donc les gens ne comprenaient pas, quand ils arrivaient, de voir les gendarmes masqués et eux n'ayant rien comme protection. Je crois que là-dessus, c'était d'abord une incompréhension sur le risque pris par les gendarmes. Il n'y en avait pas, donc ils ont peut-être un peu trop tôt mis cette protection, mais si on se met dans le cadre de leur raisonnement, il faut qu'ils soient à même de continuer leur action, même si ça a été arrivé. Donc ce n'est pas anormal qu'ils aient, compte tenu qu'ils doivent assurer au mieux la gestion de la circulation. Il ne faut pas qu'il y ait un affolement et que les gens ils se rendent dedans et qu'ils se tuent entre eux dans la fuite. Il faut faire attention aux foules et à la réaction des foules. Donc c'était peut-être pas plus mal, mais il faut prendre en compte tous ces éléments-là. Et on ne s'y était pas préparé, ça a été une surprise. Et ça a été très critiqué. Pour faire comprendre qu'il n'y avait vraiment aucun risque et tout, on a eu, par la suite, relativement du mal à expliquer pourquoi eux l'avaient mis et pourquoi on n'en donnait pas aux gens. Mais les gens, ils ne sont pas en avoir puisqu'ils ne risquent rien. Mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'on a tout vu? Est-ce qu'on ne sait pas? Il peut toujours, et à ce moment-là, autant qu'il y ait le maximum de sécurité lié à la présence de ces gens qui doivent, eux, sécuriser la route, qui doivent laisser passer les secours pour aller vers un risque quelconque, parce que nous travaillons en zone à risque. C'est pas pareil. Ceux qui sont au centre de lancement, sont bien sûr isolés, mais il faut pouvoir les sortir, il faut pouvoir... Il y a toutes les installations sol qu'il y a autour, qui peuvent aussi générer en cascade, suite à une explosion du lanceur sur sa table ou très peu au-dessus de la table de lancement au moment du décollage. Il faut pouvoir y accéder. Donc il faut aussi pouvoir canaliser des secours qui viennent et qui rapatrient des éventuels blessés ou incommodés, les ramener vers les centres de soins de Kourou. Donc toute cette préparation, de la communication en cas d'accident, des risques encourus. Il ne faut pas oublier que les personnes qui vivent à Kourou ont leurs parents, mère ou père, conjoint ou conjointe, et que tout à l'heure je te disais, il y a une tâche d'impact et c'est pas nous à ce moment-là, ce n'est plus l'homme, je te dis, qui va déclencher, quelque chose peut retomber, quoique les probabilités soient très très faibles. Mais il y a quand même un objet à risque qui tombe dans un pays, même si c'est dans le Sahara, cet objet à risque, il faut le traiter. Donc on le localise, déjà par la tâche d'impact, on a une grosse localisation, après on le localisera de plus près par des équipes qui sont sur le pied de guerre, prêtes à intervenir, mais ce sont des pays qui ne sont pas notre pays, donc on ne peut pas intervenir comme ça. Donc il faut bien pouvoir aviser ces États, soit par des contacts directs si on a des ambassades, soit par des amis, des pays amis, parce qu'on n'aurait pas d'ambassade dans ce pays, mais eux en ont une, pouvoir proposer, d'abord dire ce qui s'est passé, toujours, ça ne sert à rien de cacher, et de pouvoir éventuellement amener une aide
par des équipes spécialisées ou leur donner toutes les consignes qui vont bien s'ils ont les moyens techniques en leur disant voilà les risques à présenter, voilà ceci, voilà cela, ce que vous devez faire. Et tout ça, c'est prêt en permanence par le moyen. Alors là, ce n'est plus notre... nous ne faisons qu'aviser des responsables de l'État qui sont sur la région parisienne et qui, eux, donc, prendront les contacts qui vont bien et ont aussi, eux, toutes les procédures qui vont bien pour le faire. Mais toujours avec cette même logique, à la fois de la sauvegarde qui anticipe et donne ou non une autorisation pour mettre en risque ou pas, et on sait là, c'est votre 10-6, 10-7, et une capacité, une culture à la fois d'ouverture dans le questionnement, parce que qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre, et vous y travaillez pour imaginer des scénarios qui seraient en dehors de ce cadre de base, et une logique d'information, de communication qui doit être posée, et l'ensemble, ceci étant le sérieux de l'espace, et son image et sa légitimité. Parce que si on ne tient pas là-dessus, éventuellement, ça peut être largement mis en cause, ici ou là, et là, il y a vraiment une mission très forte, d'ailleurs, pour toute activité aujourd'hui. Bien sûr. Quand tu parlais de l'espace, je pense que l'espace européen, l'espace américain. Bon, il y a peut-être d'autres pays où on n'a pas la même notion de la responsabilité, de la criticité, ce qui est de moins en moins vrai, puisque les exigences du public sont les mêmes de partout. Mais je pense que c'est vraiment lié à toute notre activité. Par contre, là, il faut savoir aussi qu'on n'est pas responsable de tout. Alors, dans la phase d'un lancement, c'est pour nous, nous sommes un transporteur. Et dans cette phase transport, tant qu'il y a un incident quelconque, on a notre... Et puis on va lâcher un passager sous la forme d'un satellite. Ce passager, il appartient à tel État, telle entité, tel groupe technique. Plusieurs pays peuvent d'ailleurs en faire partie. Et à partir du moment où on leur a mis là où il devait être, il va vivre 15 ans au-dessus de nos têtes, façon de parler. Et dans cette quinzaine d'années, lui-même peut devenir un risque. Mais à ce moment-là, nous sommes dégagés. Notre responsabilité en tant que centre spatial guyanais, État de lancement, l'État français étant donc... Il ne faut pas oublier que c'est un département comme tous les départements qu'il y a en France. Donc c'est le sol français, c'est pareil. Donc c'est l'État français qui est responsable. Par contre, l'objet délivré, sauf s'il lui appartient, il devient responsable et c'est une autre entité que celle du centre spatial qui la prend en compte. Mais sinon, si c'est une entité asiatique ou autre, c'est eux qui deviennent responsables de cet objet qui lui aussi présente des risques. Il a des moteurs, et ces moteurs ont aussi les mêmes ergols et tout. Si un jour il était... Et un jour, il a une fin de vie, comme tous. Soit il a encore des moyens de commande possibles et on l'expulse dans l'espace, on l'envoie se perdre ailleurs. Soit il va retomber, c'est arrivé, tu l'as vu dans la presse, il va retomber et on essaye de savoir où il va retomber. Il y a un suivi de tous les objets qu'il y a autour de la Terre. Des millions d'objets au-delà de 8 cm sont pris en compte et suivis en permanence. Et on a toute leur durée de vie, autant d'impact possible aussi avec des vols ultérieurs. Et des fois des vols habités, donc il faut faire attention. Une conclusion finale pour l'ensemble de cette réflexion, ou sur l'avenir, qu'est-ce qu'on peut avoir comme nouveaux problèmes qui arriveraient, par exemple les déchets dans l'espace justement, qui pourraient poser des problèmes d'encombrement. Pour les déchets dans l'espace, on a fauté, faute de jeunesse, je dirais, avec les premiers étages qui étaient, parce que les premiers, je veux dire par là les premiers lancements, mais en fait c'est le dernier étage est lui aussi satellisé. Et ce dernier étage satellisé, en ce qui concernait le lanceur Ariane 4 à l'époque, Ariane, oui, avant les 4, il y a eu 1, 2, 3 et 4, le dernier étage qui était un étage cryogénique, tout à fait au début, on n'avait pas pensé à ce qu'il allait devenir. Il rentrerait sur Terre, mais on n'imaginait pas qu'il y allait avoir, par une non prise en compte des résidus d'hydrogène et d'oxygène dans le vide, qui risquaient d'exploser. Et c'est ce qui s'est passé pour quelques-uns d'entre eux.
Ce n'est pas arrivé qu'à nous, c'est arrivé aux premiers lanceurs russes, c'est arrivé aux premiers lanceurs américains. Je crois que tout le monde a participé à la pollution de l'espace. Et en fait, ces explosions ont généré avec des impulsions donc, sur une surface assez grande, ont généré tout un tas de morceaux. On ne prend en compte que certains morceaux, on ne peut pas, les microscopiques, je crois que c'est au-delà des 8 cm qu'on commence à tous les répertorier. Ils sont très nombreux, mais petit à petit, ils disparaissent. Donc il y a un assainissement qui se fait, je dirais, un petit peu dans le temps. Mais depuis, on s'est aperçu de l'erreur et en fait, après la séparation, on a une phase qui a été introduite d'assainissement. C'est-à-dire que l'on emporte des moyens gazeux qui font qu'il y a un assainissement complet de l'intérieur des étages, de l'intérieur des réservoirs de l'étage. Il y a un assainissement complet, ce qui fait qu'il n'y a plus cette explosion qui survenait au bout d'un certain temps. Donc, il reste entier, et en tant qu'entier, il descend beaucoup plus vite dans le temps, et il pénètre et il se détruit ça fait de belles étoiles filantes. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à toutes tes... On a ouvert beaucoup de pistes à la fois d'acquis et de questions. Maintenant, chacun continue le travail. Merci. De rien.